Les spécialistes vous parlent sur SOS Docteur TV, bienvenue. Les journées mondiales s'enchaînent dans ce début de mois de mars. Nous faisons un retour sur le 3 mars qui est donc dédié à la perte de l'audition. Nous avons choisi dans ce numéro de vous parler de la perte d'audition chez l'enfant. Pourquoi ce focus? Nous le verrons tout à l'heure avec notre invité, le docteur Khaled Sonhaï. Il est otorhinolaryngologiste. Docteur, bonjour. Bonjour Kenan. Vous nous faites l'honneur, je voulais dire, donc de nous recevoir chez vous. Merci de cette disponibilité. On sait combien c'est intense justement en ce moment où les enfants sont à l'école, on vous en amène partout, même chez les adultes. Et ça, on en parlera dans le prochain numéro, on va se consacrer aux adultes. Mais avons-nous bien fait de choisir de parler du cas des enfants? Oui. Je pense que c'est deux cas de figure différents, la perte de l'audition chez l'enfant et celle de l'adulte. Et sans prendre parti, je dirais que celle de l'enfant, elle est beaucoup plus importante à gérer rapidement parce qu'un enfant qui n'entend pas ne parlera pas. Ah. Eh bien donc, quand ça touche l'ouïe, ça voudrait dire que le parler aussi prend un coup. Oui. C'est intimement lié. C'est tout à fait lié avec ce qu'on appelle la boucle audio-phonatoire. Parce que dans le développement des acquisitions langagères d'un enfant, tout part de l'audition. C'est entendre, comprendre, répéter et mémoriser. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous parler de l'étape où en fait l'usage de la parole commence par s'installer, à se développer. Exactement. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire. Regardons cet élément, nous allons revenir pour continuer. L'audition joue un rôle essentiel dans la communication, l'équilibre et la perception de notre environnement. C'est bien le sens qui permet de percevoir les sons. L'oreille, cet organe de l'audition, capte les vibrations sonores dans l'air. Ces vibrations sont ensuite transformées en signaux nerveux que le cerveau interprète comme des sons. À l'occasion de la Journée mondiale de l'audition, tous les êtres humains sont appelés à percevoir l'utilité de l'audition. Et donc de s'intéresser aux soins auditifs, surtout chez les enfants. Il s'agit d'abord de pouvoir faire en sorte que chacun puisse protéger son audition d'abord, quel que soit son âge, de pouvoir pratiquer des mesures qui ne vont pas altérer notre audition. Et cette année 2025, l'OMS insiste beaucoup sur la protection de l'audition chez les enfants parce que ces enfants sont de plus en plus exposés aux nuisances sonores qui sont induites par les jeux vidéo et tout ce qui est appareil électronique. Les adultes peuvent être également exposés aux nuisances sonores, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu non professionnel. Donc l'importance de cette journée, c'est de pouvoir sensibiliser ces adultes pour pratiquer des mesures en vue de protéger leur audition. Des dispositions nécessaires doivent être prises afin de sauvegarder l'audition. Sur le plan professionnel, lorsqu'on est en milieu de nuisances sonores, il est mieux de porter des casques de protection qui sont munis de protection auditive. Chez les enfants qui vont faire des inspections de la sphère ORL ou des pathologies de la sphère ORL qui vont impacter sur l'audition, il est mieux de les traiter le plus tôt possible et par un spécialiste. Nous allons demander aux populations de conseiller un spécialiste ORL en cas de trouble de l'audition, surtout lorsqu'on constate une baisse de l'audition ou lorsqu'on constate qu'on a ce qu'on appelle les acouphènes, que d'autres appellent les bourdonnements d'oreille, ou lorsqu'on a une douleur à l'oreille. L'oreille étant un organe incontournable dans la communication, il est primordial d'en prendre grand soin afin de ne pas l'endommager. Alors, c'est vrai que vous l'avez dit, chez l'enfant, c'est très important de faire focus parce que tout commence de là. Et si on agit vite, vous nous le direz, on peut encore récupérer ce qui est en train d'être perdu, pas ce qui est perdu. Mais quand on dit perte d'audition, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Voilà. La perte d'audition, pour être simple, c'est la perte de la capacité à entendre le monde extérieur. Voilà. Et donc on voit ces enfants-là où vous leur parlez, fait... Exactement. Oui. Vous pouvez avoir, en fait, c'est évident pour un enfant qui n'entend pas bien des deux oreilles. Mais c'est beaucoup plus difficile pour un enfant qui n'entend pas d'une oreille ou pour un enfant qui entend moins bien.
C'est ça. Donc, c'est des enfants que vous allez voir qui, lorsque vous êtes derrière eux, que vous les appelez, ils ne réagissent pas. Donc, du côté où ils n'entendent pas. C'est des enfants qui, devant la télé ou devant la radio, qui augmentent le volume. Oui. Et c'est des enfants qui sont très agités et tout. Tous ces signes-là doivent normalement alerter les parents pour les amener en consultation. Alors, on reviendra en détail sur ces signes parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est des choses que nous observons chez nos enfants, mais on s'emporte le plus souvent dans notre autorité, dans notre élan à leur faire entendre raison, voilà, à leur faire réagir, à les faire réagir. Et donc, on ne fait pas vraiment attention à ces éléments. Alors, qu'est-ce qui va causer la perte d'audition? Chez l'enfant, vous allez avoir des causes avant même leur naissance et des causes après la naissance. Ah, d'accord. Donc, depuis le ventre de sa mère. Donc, pour les causes avant la naissance, et c'est d'ailleurs pourquoi il est important de faire les suivis des grossesses, les vaccinations, les examens que les gynécos prescrivent, Oui. vous avez des infections virales qui vont, à travers la maman, atteindre l'enfant et puis entraîner des dégâts au niveau des cellules sensorielles de l'oreille. Oui. Vous avez par exemple la toxoplasmose, vous avez la rubéole, vous avez l'infection au cytomégalovirus. Toutes ces infections-là peuvent être contractées par la maman pendant la grossesse et être transmises à l'enfant. À côté de ça, vous avez aussi, pendant l'accouchement, les causes d'urgence de l'accouchement qui conduisent à la césarienne. C'est souvent la souffrance fœtale aiguë, le circulaire du cordon, toutes les causes qui vont entraîner un manque d'oxygène chez l'enfant vont retentir sur les cellules auditives. Pourquoi on parle essentiellement de ces cellules auditives-là à ce moment-là? C'est parce que l'audition, c'est le premier sens qui s'installe chez l'enfant. Ah, quand il vient au monde. Oui. Avant même qu'il ne vienne au monde, Oui. un enfant qui est dans le ventre de sa mère entend. Oui. Donc, dès le premier mois, l'enfant, dès la fœtogenèse, dès que c'est un fœtus, l'enfant entend les sons. Ah, Donc, d'accord. c'est depuis le ventre de sa maman et les oreilles entendent juste. Donc, le premier sens chez l'enfant, depuis le ventre de sa mère. Vous dites au moment où, en réalité, le fœtus est en train de se former, où la vie, véritablement, dans l'enfant commence à se ressentir. C'est l'ouïe qui s'installe. Oui. Eh bien ça, c'est des connaissances que nous n'avons pas forcément, nous qui ne sommes pas du domaine. Et donc, déjà l'enfant, quand il vient au monde et qu'on constate déjà même, dès qu'il sort le gna que nous tous on aime bien, et qu'on a l'impression que cet enfant ne réagit pas forcément peut-être au bruit qu'on aimait, ce devait déjà quand même commencer par nous alerter. Exactement. Ou alors ceux qui sont là devraient déjà faire le tap-tap pour voir si c'est un enfant, même s'il ne voit pas encore, qui tourne la tête pour identifier le bruit. Vous nous direz tout ça, on va voir. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est très intéressant dans la mesure où ça veut dire que la femme enceinte a le droit, sinon le devoir, d'être sur le qui-vive parce qu'en réalité, elle peut être la source de la perte d'audition de l'enfant et d'autres maladies encore. Alors, ce que vous dites, quand est-ce qu'il faut chercher à voir ce qui se passe chez l'enfant? Normalement, il ne faut pas attendre qu'il y ait quelque chose. Généralement, quand un enfant naît, on procède dans les premières heures, voire les premières semaines de vie, à un dépistage auditif. C'est systématique. On essaye de voir si l'enfant entend bien. Voilà, il y a un examen qu'on appelle les auto-émissions qui correspond à recueillir les échos des clics que l'appareil envoie au niveau de l'oreille pour voir est-ce que l'enfant entend ou il n'entend pas. Généralement, quand ça revient normal, on s'arrête là. Mais lorsque ça revient avec une suspicion ou un résultat pathologique, il faut à ce moment-là envoyer l'enfant chez l'ORL pour que ce dernier puisse l'examiner, faire d'autres examens plus poussés. Alors, est-ce qu'un enfant qui est en perte d'audition est forcément un enfant malentendant? Ou bien il y a une différence? Oui. En fait, il y a le grand groupe de malentendants qui, pour moi, est un terme générique dans lequel on va mettre les gens qui n'entendent pas bien et les gens qui n'entendent pas du tout. Donc, en fait, un malentendant, c'est quelqu'un qui n'entend pas bien ou qui n'entend pas du tout. Et ces pertes d'audition-là peuvent aller d'un degré léger
jusqu'à un degré profond où ce qu'on appelle une cophose, où il n'entend aucun son. Voilà. Alors, quand on arrive à l'étape où on n'entend aucun son, comme vous dites, est-ce qu'il y a encore possibilité de faire quelque chose? Il y a toujours des possibilités. Alors, on va voir tout ça là. Mais revenons au signe, je le disais. Je suis parent, qu'est-ce qui m'alerte pour que je puisse me dire, attention, il y a un problème chez cet enfant. Voilà. Ce n'est plus le bébé qu'on a sorti du ventre, qui à un moment donné entendait bien, réagissait bien, parlait bien, et à un moment donné, patatras. On sent qu'il y a quelque chose qui change. Mais qu'est-ce qui peut m'alerter, moi, un parent peut-être inattentif ou trop attentif, je dirais? Voilà. Avant de répondre à votre question, j'avais répondu à une partie des causes. Oui. La deuxième partie, c'est les causes que l'enfant va... Enfin, c'est les causes qui vont entraîner une perte de l'audition après la naissance de l'enfant. Oui. Et parmi ces causes-là, vous avez le chef de file qui est l'otite séreuse. Cette otite-là, c'est une otite qui va évoluer à bas bruit et qui va entraîner progressivement une perte de l'audition d'une, voire des deux oreilles. Okay. C'est la cause la plus fréquente. Mais à côté de ça, vous avez la prise de médicaments, vous avez par exemple les antituberculeux, vous avez les aminosides, vous avez des médicaments contre l'hypertension qu'on peut donner. Vous avez des causes traumatiques. Le coton-tige, les objets piquants ou tranchants que l'enfant met dans l'oreille et qui va aller créer des lésions au niveau des petits osselets et puis interrompre la chaîne de transmission de l'audition. Essentiellement, c'est les causes les plus fréquentes des pertes de l'audition chez l'enfant, en dehors des causes prénatales et des causes postnatales. Pour répondre ensuite maintenant aux signes qui vont vous amener à soupçonner justement une perte de l'audition, vous avez plusieurs signes. Chez un bébé, normalement, lorsqu'il y a un bruit, même s'il ne peut pas tourner la tête, il arrête de gigoter. Il y a des signes qu'on voit. Dès qu'il y a quelque chose, il arrête pour voir qu'est-ce qui se passe et puis ensuite il reprend. Ou des fois, c'est peut-être juste les yeux qu'il tourne du côté où il y a le bruit. C'est des éléments qu'on utilise pour faire par exemple ce qu'on appelle l'audiométrie comportementale. À côté, vous avez un enfant un peu plus grand qui peut tourner la tête et tout, qui lorsqu'un objet tombe, tourne la tête pour regarder. Lorsqu'il n'entend pas du côté où l'objet va tomber, il ne va pas regarder. C'est un enfant qui, quand il va aller à l'école, surtout dans le bruit, il ne va pas participer aux activités scolaires. Les enseignants vont se plaindre parce qu'il ne participe pas, parce qu'il est turbulent et tout. Où on parle d'une certaine indifférence chez cet enfant. Exactement, parce que les troubles de l'audition, à leur début, les troubles de l'audition légers, ne se manifestent, ne dérangent essentiellement les enfants que lorsqu'ils sont au bruit. À la maison, quand vous allez leur parler calmement, vous aurez l'impression que bon, ça va et tout. Mais à l'école, lorsqu'il y aura plusieurs influx... il se détache. Voilà, il va se détacher. Plus grand, c'est l'enfant même qui va venir vous dire « Ah, papa, maman, je n'entends pas bien de cette oreille. » Parfois, vous-même, vous allez être de ce côté, vous allez lui parler. Par exemple, amène-moi une cuillère, il va vous amener un autre ustensile, ou il va vous amener autre chose. C'est des choses essentiellement qui irritent les parents. Les parents pensent que l'enfant fait exprès et tout, mais non. Je pense qu'il vaut mieux faire consulter un enfant par excès plutôt que de ne rien faire. Oui, alors quand vous dites par excès, c'est de se dire, ok, je vois, je soupçonne, mais je vais encore pousser la curiosité plutôt que de dire, ok, c'est un trouble ou alors c'est un enfant qui est capricieux. Donc on le dit, mais laissez-le là-bas. C'est vrai que la perte d'audition, comme vous le dites, ne va pas être brutale, sinon brusque chez l'enfant. Ça va être quelque chose de progressif. Il y a plusieurs types de figures. Je vous amène à ça justement. Vous pouvez avoir un enfant qui naît et qui ne réagit pas depuis sa naissance, qui n'entend rien du tout. Ou vous pouvez avoir un enfant qui naît, qui entendait correctement, normalement, et puis qui progressivement commence à ne plus entendre. Vous avez les deux cas chez les enfants. Donc lorsque l'enfant naît et qu'il n'entend pas, bon, le diagnostic est, je vais dire, un peu plus facile. Parce que le parent constate que l'enfant n'entend pas ou son entourage constate que l'enfant n'entend pas. Et là, c'est visible. Voilà. Et on vous amène l'enfant en consultation. Mais lorsque c'est progressif,
Généralement, on traîne un peu avant de se dire, bon, écoute, je vais amener l'enfant pour qu'on voit effectivement s'il raconte n'importe quoi ou si ce qu'il dit est avéré. Alors, ce que vous dites là, ça veut dire que quelque part, un parent devrait normalement être attentif sur le bout de fil. C'est-à-dire qu'à tout bout de champ, il faut observer son enfant, il faut essayer de le regarder de plus près et même parfois provoquer un certain nombre de réactions pour voir si l'enfant il est en état complet, justement, d'entendre, de sentir, voilà, de parler normalement et de voir également. Donc le papa doit en quelque sorte se substituer au médecin à la maison en observant ses enfants, mais aussi les enseignants, parce que nous allons aborder la partie où ces enfants, justement, pourraient rencontrer des difficultés à l'école. C'est vous qui nous en parlez, oui. Quelles sont ces difficultés? Les difficultés essentielles qu'un enfant va rencontrer, c'est comme je l'ai dit, les troubles du langage. C'est le trouble le plus palpable. Donc un enfant qui n'entend pas ou qui n'entend pas bien, c'est un enfant qui, lors de la dictée des cours, va mal recopier, va recopier des mots de la mauvaise façon, ou c'est un enfant qui ne va pas participer aux activités justement parce qu'il ne reçoit pas les stimuli. Donc c'est essentiellement ça le premier cas de figure. Ensuite, vous allez avoir un enfant qui ne se socialise pas. Ils sont un peu agités et ils s'isolent. Parce qu'ils voient ses amis jouer et essayer de parler, mais ce qui l'irrite, c'est qu'il n'entend pas. Il ne sait pas de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler, donc il se sent un peu à l'écart. Donc, lorsque on essaie de le ramener dans le groupe, c'est des enfants qui ne sont pas très et il y a une calmes. certaine susceptibilité, alors où on pense qu'on a, disons, une certaine insuffisance, mais dont les autres ne sont pas à l'écoute, justement. On se sent, disons, plus ou moins brimé par la situation, alors qu'en réalité, c'est ce petit handicap qui est là que l'on ne voit pas. Alors, nous allons pousser la curiosité. Un enfant comme ça, chez qui on observe tout cela, ce sont là, pardon, les motifs de consultation que vous êtes en train d'évoquer. Mais quand on arrive chez vous, on a envie de savoir tout ce que vous faites. On a du matériel là, il se passe beaucoup de choses. Les tests, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait à l'enfant? Parce que le plus souvent, nous avons peur du milieu hospitalier, surtout pour un enfant qui vient, qui a des outils. On a peur, on ne pique pas, on fait... Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ça, c'est une bonne question parce que généralement, avant de commencer à examiner mes patients, je joue avec eux. Je les rassure qu'on ne pique pas ici. En ORL, c'est rare de piquer quelqu'un qui vient pour un problème auditif. Ce que nous faisons essentiellement, c'est une batterie de tests auditifs qui est adaptée à l'âge. Pour les tout petits, les nouveau-nés et tout, généralement, on fait ce qu'on appelle les auto-émissions. Comme je viens de vous l'expliquer, c'est un petit appareil qu'on met juste dans une oreille pour voir est-ce que l'oreille renvoie les échos qu'il reçoit des clics que l'appareil produit. Un peu plus grand, vous avez ce qu'on appelle l'audiométrie comportementale qui justement se base sur des jouets. Vous avez une petite trompette, un petit balafon, un petit tam-tam avec lesquels on essaie de stimuler l'audition de l'enfant. Un peu plus grand maintenant, à partir normalement de 6-7 ans, un enfant peut faire une audiométrie tonale où on met un casque. On lui fait porter un casque de ce genre et on lui envoie des sons d'une intensité connue à des fréquences bien déterminées. L'objectif, c'est que l'enfant dise qu'il entende le son le plus faible et ce qui va aboutir au tracé que nous voyons là sur l'écran, le tracé d'une audition normale. C'est ça. Pour des enfants qui se situent entre l'âge de, disons, 3 mois et 3 ans, pour qui l'audiométrie comportementale n'est pas concluante, à ce moment-là, on leur propose de faire ce qu'on appelle une étude des potentiels évoqués auditifs, qui recherche un trouble sur le trajet de l'influx nerveux auditif de l'oreille interne jusqu'au niveau des centres cérébraux. Donc, ça permet généralement de poser le diagnostic
et d'entreprendre la prise en charge. Et de dire exactement, c'est-à-dire que là où se situe en fait le problème. Exactement. Parce que vous le dites, c'est tout un trajet qui va, ça peut être en amont, ça peut être peut-être au niveau médian ou peut-être en bas. Et donc cela vous permet de déterminer. Alors, vous avez dit une batterie effectivement de tests. Faut pas que les gens pensent que c'est des choses vraiment lourdes mais c'est une série de petits tests que vous faites. Un qui va permettre d'éliminer l'autre et de pouvoir aboutir au résultat. Alors, vous aboutissez au résultat, vous arrivez à déterminer en fait là où se situe exactement la cause. Et qu'est-ce que vous proposez comme traitement? Justement, le traitement dépend du diagnostic. Yeah. Vous allez avoir la cause la plus fréquente en postnatal des troubles auditifs chez l'enfant qui sont représentés par l'otite séreuse. Okay. L'otite séreuse, c'est une otite dont presque tous les enfants vont souffrir entre 3 et 6 ans. C'est inévitable. C'est inévitable parce qu'ils sont forcément soumis à ce qu'on appelle la maladie d'adaptation dans laquelle on a les rhinopharyngites. Donc, qui dit rhinopharyngite dit régulièrement production de mucus dans les oreilles. Et c'est ce mucus-là, c'est la persistance de ce mucus pendant plus de 3 mois qui définit ce qu'on appelle une otite séreuse ou une otite sécrétoire. Cette otite doit être traitée correctement parce que son traitement médical, qui ne coûte pas grand-chose, aboutit à la guérison complète et permet d'éviter justement les étapes suivantes. Lorsqu'elle n'a pas été traitée, cette otite va donner des complications. Ces complications vont engendrer une perte de l'audition qui généralement sont prises en charge par un appareillage auditif. Donc la première étape, c'est l'étape thérapeutique, les médicaments. La deuxième étape, c'est l'appareillage auditif lorsque les médicaments n'ont pas marché. Donc vous allez installer un dispositif pour pouvoir aider l'enfant à retrouver, disons, progressivement l'ouïe. Est-ce qu'il y a des moments où on va retirer cet appareil ou chez certains il va être... C'est une bonne question parce que souvent les parents me posent la question et moi je leur réponds. L'appareil auditif, c'est comme les lunettes. Ça ne corrige pas l'oreille, mais ça ne corrige pas le problème de l'oreille, mais ça permet de remédier plus ou moins à la perte. Oui. En fait, lorsque vous le portez, ça corrige le problème. Mais ça ne traite pas le problème. Ce n'est pas un traitement. En fait, la racine du mal va persister. Elle est là. Mais vous allez optimiser la fonctionnalité de l'organe ou bien de la partie de l'oreille qui est affectée, c'est ce que vous me dites. Eh bien, c'est-à-dire que c'est une sorte d'accommodation, comme vous dites, mais inutile dans ce cas que je vous pose la question, savoir si le traitement est efficace. Mais dans le cas où ce sont les médicaments, peut-être. Alors, est-ce que la personne retrouve, on va dire, ne serait-ce qu'au moins 80-90% de la fonctionnalité de son ouïe? Dans les deux cas, que ce soit les médicaments ou les dispositifs médicaux que vous allez mettre. Oui. Lorsque le diagnostic est bien fait, lorsque le traitement est bien fait, vous retrouvez votre audition. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'on arrive au moins à rétablir une certaine forme d'équilibre, plus ou moins, c'est-à-dire que dans l'usage de ce sens-là, donc qu'est l'ouïe. Docteur Songhai, vous êtes otorhinolaryngologiste. Nous sommes en train de parler de la perte d'audition chez l'enfant exclusivement. Dans le prochain numéro, nous allons revenir, nous allons voir un peu comment ça se passe chez l'adulte et la petite, sinon la grande différence qu'on a pour, on va dire, faire le maximum sur ce sujet-là. Alors, le 3 mars de chaque année, il est consacré un peu de temps pour pouvoir s'arrêter un moment, à marquer le symbole, sensibiliser les gens. Le thème de cette année, de cette édition 2025, qui évoque le changement de comportement. De la part, peut-être, j'imagine, de surtout nous, les parents, qui sommes inattentifs. Alors, quelle va être la portée de ce thème-là, justement? Qu'est-ce que cela rappelle pour pouvoir aller vers les éléments peut-être de conseils que vous allez nous donner dans cette première étape, et puis on va évoluer. D'accord. En fait, je pense que le thème de cette année intéresse beaucoup plus un objectif plus large que les parents.
Parce que si vous voulez, les troubles de l'audition ont, aux yeux des décideurs, un peu moins d'impact que par exemple les troubles oculaires, les troubles visuels. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que chez les enfants essentiellement qui ont des troubles auditifs, le traitement ultime qui doit être mis à l'enfant avant l'âge de 3 ans est l'implant cochléaire. Cet implant cochléaire, il est pris en charge pratiquement à taux zéro dans les pays développés et il coûte pratiquement 15 millions par oreille dans nos pays. En plus de ça, la technique ou le matériel pour mettre l'implant cochléaire n'est pas encore disponible ou n'est pas facilement accessible à nos populations. Et ce qui fait que nous sommes parfois tristes, désolés, de voir des enfants à qui on peut justement mettre ce traitement pour leur éviter d'être un poids pour la société, mais chez qui souvent on est confronté aux problèmes financiers et aux problèmes de disponibilité du plateau technique. Et on se retrouve avec des enfants sourds, sourds-muets, et pour qui on ne peut pas faire grand-chose. Alors qu'on aurait pu faire quelque chose s'il y avait les moyens, au stade où on découvre justement le mal chez l'enfant. Mais avant ce stade-là, justement, il y a quelque chose que l'on aurait dû faire, c'est l'observance. C'est cette vigilance au niveau des parents qu'on n'a pas. On va évoquer cela et souhaiter que les décideurs puissent penser véritablement à subventionner les soins en matière de perte d'audition. Et non seulement, je pense que c'est en train d'être fait, mais non seulement subventionner, mais mettre en place un système de dépistage scolaire des troubles de l'auditif. Systématique, on va dire, chez les enfants, dans les écoles. C'est vrai que pour, on va dire, les problèmes, les vices de réfraction, les problèmes des yeux, ça se fait, mais il faudra donc penser à coupler cela avec l'audition. Puisque vous avez dit que les deux sont liés, je pense qu'on aurait pu y penser. Peut-être que ce sont les moyens, mais il faut associer déjà, si on sait qu'il y a un problème, on peut avoir quelques comportements, quelques pratiques qui pourraient déjà permettre de mettre l'enfant dans d'autres conditions, parce que le plus souvent, vous l'avez dit, c'est l'irritabilité des parents, des tuteurs, avoir un enfant qui ne réagit pas. Alors, quel est votre message pour finir cette première partie de notre émission? Pour finir cette première partie, mon message, il est tout simple. Il vaut mieux amener un enfant en consultation parce qu'il se plaint de ne pas bien entendre ou parce que vous avez des doutes sur son audition, plutôt que de ne rien faire. Donc, mieux vaut quand on le voit en consultation et qu'on vous dise il n'y a pas de problème, il entend bien, plutôt que vous veniez au moment où les moyens sont limités. Voilà. Merci, docteur Khaled Songhai. Vous êtes laryngologiste. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous allons nous retrouver dans le prochain numéro, comme j'ai dit. Nous allons parler donc des autres aspects qui peuvent entraver le développement de l'enfant. Il faut que les téléspectateurs sachent réellement ce à quoi on est confronté en matière de perte d'audition. On va voir déjà donc l'ampleur et voir comment nous pouvons encore jouer notre part et voir chez l'adulte lui-même qui est concerné. D'ailleurs, on verra comment les choses se présentent. Merci à vous. On se dit donc au prochain numéro. À très bientôt. Chers téléspectateurs également, un rendez-vous est pris avec vous pour le prochain numéro. Ce mardi, vous le savez, dans les spécialistes vous parlent sur SOS Docteur TV. À très bientôt.